C'est par les splendides paysages vallonnés du Gers que nous commençons notre excursion en Gascogne. Département rural s'il en est, le Gers peut s'enorgueillir d'abriter quelques-uns des plus beaux villages de France, où le temps semble s'être arrêté, comme suspendu. Pour nous faire découvrir les charmes de cette campagne authentique, nous avons fait appel à Bruno, un géographe qui adore s'évader à bicyclette pour admirer les somptueux panoramas gascons. Selon lui, l'une des pépites absolument incontournables de la région, c'est la cité fortifiée de la Vardens. Situé à 20 km au nord-ouest d'Auch, ce village-forteresse fut la capitale militaire des comtes d'Armagnac jusqu'au XVe siècle. Ces vieilles pierres n'ont pratiquement plus aucun secret pour Marie-Sabrina, guide conférencière dans le département depuis 10 ans. C'est vrai que ça, c'est un peu l'image de carte postale en fait, qu'on a de la Vardens. Ici, on voit au second plan le château qui est édifié au XVIIe siècle. Au premier plan, on a l'église. Et puis tout autour, on a finalement le village qui se love comme un village perché. Donc un beau site dans une belle campagne. Exactement. Alors ce village, on va le visiter? Allez, on y va. Je te suis. Je t'emmène. Allez, je te suis. La Vardens est un parfait exemple des castelnaux du sud-ouest. Ces villages caractéristiques adossés à un puissant castel, autrement dit, au château du seigneur. Au Moyen-Âge, celui de la Vardens était rattaché au duché de Gascogne. On y trouve encore plusieurs vestiges de cette époque. Donc là, nous sommes sur le haut de la colline, il y a un petit plateau, et puis en fait, c'est un village perché. Exactement, un village perché et fortifié. Et là, on est en train de longer les remparts, en fait. Et on voit d'ailleurs une des anciennes tours des remparts, qu'on appelle la tour de la Palomette. Sur l'autre côté du village, on a la tour de Bayonne. Il reste 2 tours sur l'ensemble de l'enceinte. Voilà, on sait qu'il y en avait certainement beaucoup plus. Il y avait par ailleurs 2 portes qui n'existent plus non plus. En fait, ces remparts, ce ne sont pas que des simples murailles, parce qu'ils ont l'air habités, en fait. Et oui, effectivement, en fait, ici, si les maisons sont accolées aux remparts, c'est parce qu'on manquait de place. On est sur un promontoire rocheux, donc on est limité par le dénivelé. Et donc, on va essayer d'occuper au mieux l'espace du promontoire. Et donc, les maisons vont être accolées aux remparts pour se mettre sur place, tout simplement. La pièce maîtresse de tout castelnau qui se respecte, c'est donc l'imposant château qui le domine. Depuis la fin des années 90, ces grandes salles voûtées offrent un superbe écrin aux artistes qui souhaitent y exposer leurs œuvres. Mais plus encore que les somptueuses pièces qu'il abrite, ce que les visiteurs admirent par-dessus tout dans ce château, c'est son impressionnante terrasse. Nous voilà arrivés sur le belvédère. Regarde cette belle campagne. Effectivement, on a vraiment un panorama extraordinaire avec une belle lumière. Alors ici, on est au sommet du château du XVIIe siècle, en fait, puisqu'il y avait un premier château médiéval, à l'époque où c'était une place forte. L'enjeu, c'était d'être au sommet d'un promontoire rocheux. L'idée, c'était d'être en hauteur, donc de pouvoir surveiller tout ce qui venait d'alentour. Au XVe siècle, un terrible siège laisse cette forteresse à l'état de ruine. Ce n'est que 200 ans plus tard que le maréchal Antoine de Roquelaure entreprend la construction d'un nouveau château sur les anciennes fondations. Et puis au XVIIe, on n'est plus du tout dans le même contexte. L'idée, c'est de faire aussi une demeure d'agrément. Donc l'architecture va être différente, mais on continue à utiliser cet espace qui est le plus haut du village et qui permet à la fois d'imposer le château et donc la présence du seigneur dans le paysage et de profiter de la campagne. Et cette belle vue, les visiteurs peuvent en profiter aussi? Oui, tout à fait. Cet espace est accessible au public. Il suffit d'avoir le courage de grimper les escaliers pour venir profiter de ce panorama sur la campagne gasconne. Comme le prouve cette vue depuis le castel de la Vardens, le Gers mérite largement sa réputation de carte postale de la campagne gasconne. Depuis le XVIIIe siècle, il est d'ailleurs considéré comme le département le plus rural de France. Et pour savoir à quoi ressemblait une authentique ferme gasconne du siècle dernier, Bruno nous recommande d'aller jeter un œil à celle de Marie-Christine, située dans la campagne de Béthou. Bonjour Marie-Christine. Eh bonjour Bruno. Comment ça va? Dis donc, je suis contente de te revoir. Je vous avais promis que je viendrais. J'avais promis. Bien. Bon. On va visiter la ferme et se mettre au chaud. Allez. Allez, zou.
Cette ferme du XVIIIe siècle est restée dans un état de conservation exceptionnel. Ouverte au public, elle permet de mieux comprendre les conditions de vie spartiates des paysans gascons d'autrefois. Alors on est ici dans la pièce principale de la maison, mais qui servait à tout. Donc, pièce commune. Pièce de vie pour tout. Voilà. Alors tu vois, on chauffait dans cette pièce, on laissait les portes ouvertes, ça chauffait toute la maison. C'était bien conçu, les maisons gasconnes. Et toi, Marie-Christine, avec ton mari, vous avez vécu dans une maison similaire à celle-ci. Exactement. On était du village voisin avec Daniel, mon mari, et on a vécu dans ce type de maison, et même peut-être un petit peu moins bien, puisque ma chambre était en terre battue. Le sol de la chambre était en terre battue, ce qui était aussi courant autrefois. Donc c'est pas si ancien que ça, ce mode de vie. Hein. C'est notre génération. On avait un mode de vie rudimentaire, mais on n'était pas malheureux pour autant. Alors, la maison, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on est paysan, la maison, autour, il y a l'exploitation, puis il y a surtout le jardin. Le jardin nourricier. Nourricier. Et nous sommes partis sur un autre projet qu'on va aller voir maintenant. Et tout est parti d'une petite graine, donc, comme dans le jardin nourricier. Allez, je te suis. Allez, on y va. Si les murs de la ferme ont conservé leur charme d'antan, le terrain qui l'entoure a été entièrement remodelé par Marie-Christine et son mari, Daniel. Lorsqu'ils achètent la propriété en 1980, ils ont alors un rêve complètement fou. Créer une étonnante palmeraie exotique en plein cœur de leur Gers rural. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, comme Marie-Christine vient de nous le confier, tout est donc parti d'une simple petite graine. Tiens, Daniel est là. Et Daniel. Oula, tu es bien au perché. Ah, Ben oui, comme tu vois, c'est les vendanges. Le nettoyage un petit peu pour l'esthétique, comme un petit peu toute l'année d'ailleurs. Hein. Voilà. Et ça ne s'arrête pas. Salut. Travail d'élagage. Donc voilà, alors là je viens de Alors, sortir qu'est-ce que tu nous fais? cette grappe de graines. Qui sont prêtes à planter. Voilà, qui sont prêtes à planter, effectivement. Donc tout est parti d'une simple petite graine comme ça. Effectivement, tout part de cette graine qui vient quand même de très loin, puisqu'elle vient d'Asie centrale, du piémont himalayen, qui pousse là-bas jusqu'à une altitude de 2400 mètres. Donc c'est pour ça qu'on peut le voir ici, dans notre région, où les hivers sont parfois assez rudes. Pour ne rien te cacher, on nous a un peu pris pour des dingues au départ. Parce que planter des palmiers de façon aussi intense dans notre région, il y a 40 ans, c'était quand même que de grands originaux qui pouvaient faire ça. À force de patience et de passion, Marie-Christine et Daniel ont fait pousser des centaines de variétés de palmiers sur leur terrain de 8 hectares. Des palmiers, mais pas seulement. C'est à une spectaculaire oasis de verdure unique en Gascogne que le couple a donné naissance. Un travail colossal, récompensé en 2006, lorsque le parc est officiellement classé Jardin remarquable. Mais ici, ce qui intéresse particulièrement notre géographe Bruno, c'est ce qui se trouve dissimulé sous les palmiers. Alors regarde ces trésors qu'on a découverts Tiens, ici, voilà. dans ce site. La plage, le sable et puis des huîtres. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Ça paraît tout bête, ces cailloux, mais enfin, ça date de près de 17 millions d'années. 17 millions Oui. d'années. Donc, on ne parle pas de coquillages, on parle de fossiles. Oui, c'est des fossiles, c'est des coquilles d'huîtres fossilisées. Fossilisés. C'est l'époque où l'océan est revenu baigner la Gascogne. Alors pas toute la Gascogne, jusqu'ici en Bas-Armagnac, et puis une partie du Béarn aussi. Si j'avais su, j'aurais amené mon couteau à huître, mais... Ah, quand même, ça aurait pu être utile. On aurait pu essayer. Tu vois, mais celle-ci, elle a déjà été mangée. Ok. Par les dinosaures. Par les dinosaures, oh, il n'y en avait plus. Ah, il y en Il n'y en avait avait plus. D'accord. Bruno est aussi à l'aise avec les fossiles millénaires du jardin de Marie-Christine qu'avec les pierres centenaires qui font toute la splendeur de l'architecture gersoise. Et selon lui, c'est à Auch, l'ancienne capitale de la Gascogne, que se trouve l'un des plus somptueux édifices de l'histoire de cette région. Achevée à la fin du XVIIe siècle, la cathédrale Sainte-Marie est l'un des derniers monuments gothiques construits en France. Elsa, guide conférencière à Auch, en connaît l'histoire sur le bout des doigts. Quand tu rentres dans cette cathédrale, c'est quoi ta première impression? Ben écoute, on n'est pas à Notre-Dame de Paris, mais ça ressemble presque. Ouais, il y a un peu de ça, t'as raison. C'est parce la que- magnificence, ça impose. Exactement. C'est une cathédrale gothique et Renaissance. Hein. C'est une cathédrale, on a mis 200 ans à la construire, donc il y a les deux. Donc on va retrouver ici cette nef
complètement gothique, qui s'élève très haut dans le ciel, qui laisse rentrer la lumière. Et puis il y a un mobilier de style baroque. Mais ça tranche complètement avec cette architecture gothique qui est assez prégnante dans l'ensemble de l'édifice. Ça, c'est parce qu'elle a été construite dans le temps, donc elle a finalement, la construction a traversé plusieurs époques, et donc on va retrouver plusieurs styles. Exactement. Le contraste entre les styles gothique et Renaissance se remarque notamment sur les 18 vitraux impressionnants de réalisme datés du XVIe siècle. On les doit à un maître verrier au talent exceptionnel, Arnaud de Mol. En fait, ce sont des tableaux, il y a plein de couleurs et plein de détails. C'est vraiment un travail remarquable. Exactement, tu fais bien de comparer à un tableau parce que c'est peindre sur du verre en fait, comme l'art du vitrail. Et ici, le maître verrier, il a foisonné d'idées, autant pour représenter ces visages qui sont tous différents, autant pour représenter les architectures derrière les personnages qui sont toutes différentes, autant pour représenter tous les petits détails des vêtements, des plis, les broderies, les bijoux. C'est très très ornementé et très très riche. Et on ne se lasse pas de les observer parce qu'à chaque fois, on trouve quelque chose de différent. Un autre chef-d'œuvre réputé pour la richesse de ses boiseries et surtout la profusion de détails de ses sculptures, c'est bien sûr le chœur de la cathédrale Sainte-Marie. Donc là, on arrive dans le chœur, mais tu connais déjà l'endroit, il me semble. Oui, mais c'est toujours aussi impressionnant de rentrer dans ce lieu vraiment très singulier. Je pense que c'est parce qu'il est très petit à l'intérieur de cette grande cathédrale. On a l'impression d'un coup d'étouffer un petit peu, tellement il y a de choses, tellement il y a de détails. Cette centaine de stalles en chêne, d'une beauté incomparable, prouve que les évêques ne se refusaient rien pour faire rayonner la foi gasconne. Les compagnons ébénistes y ont patiemment sculpté plus de 1500 personnages. Mais là, il y a deux stalles qui paraissent être très différentes des autres. Oui, parce qu'il y en a une qui était spécifiquement réservée au grand patron de la cathédrale, c'est-à-dire l'archevêque. Donc l'archevêque prenait place ici pour la prière. Et puis juste à côté... Et juste à côté, il y a une autre stalle. Donc on ne va pas installer n'importe qui ici. C'est le seul laïc qui a le droit de rentrer. C'est le roi de France. C'est le roi de France. Et il y a un roi de France qui est venu? Oui, oui. Et pas n'importe lequel. Le plus grand, le plus beau, le plus lumineux. Alors le roi Soleil. C'est ça. Louis XIV, il s'est installé juste ici, a priori. Quand il allait se marier à Saint-Jean-de-Luz, il a fait une petite halte à Auch. Il est venu se recueillir ici avant de se marier. Exactement. Nul doute que son passage à Auch a dû combler de bonheur Louis XIV, que l'on devine émerveillé par le talent des architectes et des artisans gascons. Mais ce que le roi Soleil ne savait peut-être pas à l'époque, c'est que dans le Gers, le bonheur est aussi dans le pré. Si l'oie ou le canard sont quasiment devenus les totems du département, il existe pourtant une autre volaille oubliée du grand public, la poule gasconne, à l'origine de l'un des plats les plus célèbres de France, la fameuse poule au pot d'Henri IV. Alors qu'elle avait presque disparu dans les années 50, victime de la concurrence des autres races, cette jolie poule noire n'a dû son salut qu'à une poignée d'éleveurs et de restaurateurs passionnés. L'un d'entre eux travaille à Villecontal-sur-Arros, au sein de cet établissement gastronomique. Philippe est un chef de talent. Grâce à lui, Bruno va avoir la chance de cuisiner cette précieuse volaille réputée pour la finesse et l'abondance de sa chair. Donc une poule gasconne au menu aujourd'hui. Ouais, poule gasconne au menu. On n'est pas parti aujourd'hui sur une recette savante. C'est pas le but de la manœuvre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de rester sur le produit, tu vois. C'est la qualité du produit et le goût. La qualité, le goût du produit. On va se permettre de la mettre dans une croûte de pain et on va la faire cuire dans du pain. Donc une recette sans chichi avec des produits quasiment de tous les jours. Ouais, voilà. Quelques champignons, des chanterelles, quelques pommes de terre que tu couperas tout à l'heure, on fera un petit gratin. Voilà. Des produits en fait très simples de tous les jours, mais quand même exceptionnels, quoi. Oui, parce qu'il y a quand même de la poule gasconne. Oui, oui. Allez, il est temps de se mettre au travail. Tandis que Bruno est à la découpe des pommes de terre, Philippe prépare une pâte à pain classique, composée de farine, d'eau, de levure et d'une pincée de sel. Mais l'étape la plus importante de la recette, c'est la préparation de la garniture assaisonnée de la poule. Après, je te propose d'attraper l'ail.
et tu vas frotter le pain de tous les côtés. On n'est pas chauvin en Gascogne, on utilise même de l'ail Du Lautrec, du Lautrec, ouais. qui est très bon. Voilà. Ça y est, tout est passé. Magnifique. Alors. Allez, tu vas l'introduire D'accord. Dans la carcasse. dans la carcasse, oui. Notre poule est fin prête à être enveloppée. Pour réussir l'opération, il faut d'abord étaler la pâte sur 2 cm d'épaisseur. On met la poule à l'intérieur. Ce qu'il faut, c'est bien s'arranger pour que la poule soit bien recouverte. Mmh. Donc je vais faire ça. Je vais tirer un tout petit peu comme ça. Voilà. Et là, je vais humecter avec de l'eau, hein, tout simplement, pour que la pâte que je vais rabattre dessus puisse coller. Et surtout, ne pas s'ouvrir à la cuisson. Alors ça, c'est presque de la maçonnerie. Voilà. Et là, ma poule, elle est terminée. Extrêmement simple. C'est relativement simple. Allez, on y va. C'est parti. Pendant la cuisson, nos 2 cuisiniers préparent un gratin de pommes de terre, accompagné d'une fricassée de chanterelles. Voilà. Ok, ça y est, on y est. Voilà. Après 1h30 de cuisson à chaleur tombante, le moment tant attendu de casser la croûte est enfin arrivé. Le verdict. Et tu vas voir que ça, c'est une pure merveille. Ah oui, effectivement, là, on a vraiment le fumet de la viande. Ah là, t'as Ouais, l'odeur de vraiment. la volaille. Ouais. Et puis une belle couleur aussi. Ouais, c'est joli, ouais. Telle une papillote, l'enveloppe de pain conserve la chaleur, mais promet surtout une viande moelleuse et parfumée. On va goûter ça aussi. Allez. Oui, parce que là, on ne peut pas résister. Ah, il faut pas résister. Ah oui. C'est vraiment le goût de la Gascogne. Franchement, je retrouve des saveurs d'autrefois quand j'étais petit, le poulet dominical en famille, je retrouve ça. Ça exprime vraiment, Ton territoire. Le pays d'ici, quoi. Ton territoire Bravo, et c'est ton vraiment terroir. très, très ouais. bon, vraiment. Ouais. Du Gers aux Landes, en passant par les splendides vallées du Béarn, la Gascogne a bien des richesses à partager. Mais avant de nous dire adieu, comme on dit ici, Jean-Luc nous a réservé une dernière surprise. Un petit chant gascon offert par son groupe, rien que pour vous. La montagna che m'arrivat, capara plano, tresque baixats, cum los auies anaven, da los motos, cançons de terra,